Vendredi 18 novembre 2016, bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur Cherifla TV. Merci de votre constante fidélité. Voici les titres de votre journal d'aujourd'hui. À 2 jours du triste anniversaire de l'attentat perpétré contre le Radisson Blu Hotel de Bamako le 20 novembre 2015, les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile se mobilisent et mettent les bouchées doubles pour renforcer les dispositifs de dissuasion en plein cœur de la capitale. La 22e conférence sur le climat COP22 s'est achevée ce vendredi 18 novembre. La communauté internationale a réclamé l'engagement politique maximal contre le réchauffement. Le Mali était activement présent à ce grand rendez-vous en faveur du climat pour un meilleur cadre de vie. Enfin, dans ce journal, un fléau qui prend de jour en jour des proportions inquiétantes et plonge une bonne frange de la population dans l'indifférence totale. La mendicité des enfants dans les rues et trottoirs est un sujet qui inspire la rédaction de Cherifla TV, dossier en fin d'édition. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Dernier coup de clap de la 22e édition de la COP22, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les délégués des 196 parties ont achevé leurs travaux ce vendredi dans le royaume chérifien après avoir adopté la proclamation de Marrakech. Les signataires de cette proclamation s'engagent donc à augmenter le montant, les versements et accès au financement pour les projets climatique. Kadi Diakité pour le commentaire. Les représentants de 190 pays ont réaffirmé l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques partout dans le monde et appuyer les efforts visant à améliorer la capacité d'adaptation et de résilience dans les pays les plus vulnérables à ce phénomène. Les chefs d'État, de gouvernement et de délégations rassemblés à Marrakech ont appelé à davantage d'actions climatiques et d'appui bien avant 2020 en prenant en compte les besoins spécifiques et les circonstances particulières des pays en développement, des pays les moins avancés ainsi que ceux particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Invitant tous les acteurs non étatiques à une action et une mobilisation immédiate et ambitieuse, s'appuyant sur leur importante réalisation, la déclaration de Marrakech appelle à un engagement politique plus ferme afin de lutter contre les changements climatiques en tant que priorité urgente. Les parties signataires de cette déclaration ont également exhorté toutes les parties à renforcer et à soutenir les efforts pour éradiquer la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et prendre des mesures rigoureuses pour faire face aux défis des changements climatiques dans le domaine de l'agriculture. Pour les auteurs du document, la transition requise de nos économies pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris fournit pour une opportunité positive et substantielle pour une prospérité accrue et un développement durable. La conférence de Marrakech marque un point d'inflexion important dans l'engagement pour rassembler la communauté internationale dans son ensemble afin de relever un des plus grands défis de notre temps. La COP23 sera confiée aux Fidji mais se déroulera à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre 2017. La ville accueille le siège du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je vous l'annonçais dans les titres. Depuis l'attaque du Radisson Blu Hotel le 20 novembre dernier, la capitale Bamako connaît une situation sécuritaire de plus en plus délétère avec une série d'autres attentats commis en pleine journée et en plein centre-ville. Pour rappel, le seul mois d'octobre comptabilise 3 attaques aux échos retentissants dans tout le pays, dont celle d'Ecobank. Face à cette situation inquiétante, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a pris d'importantes mesures, notamment le déploiement des unités mobiles d'intervention rapide du matin au soir dans la capitale. Amadou Kamara nous en dit plus. Suite aux différentes attaques survenues dans la capitale, les responsables qui sont en charge de la sécurité ont renforcé les dispositifs sécuritaires dans la ville de Bamako. Ces différentes mesures prises face à l'insécurité grandissante dans la cité des Trois Caïmans et environnants sont vivement appréciées par les populations. Il faut dire qu'actuellement, dans la ville de Bamako, je crois bien on peut remarquer la présence des forces de l'ordre parce que pratiquement dans chaque checkpoint ou dans les postes de la police de la circulation routière, on peut remarquer des pick-up et même des motards. Donc je crois que cela aujourd'hui peut nous rassurer en tant que citoyens parce que
et même la nuit à partir de 23h. Et les deux ponts de Bamako, notamment le pont des Martyrs et le pont Fad, en tout cas, on peut remarquer des barricades là-bas à ce niveau. Voilà. Et je dirais à la population d'aider les forces de l'ordre parce qu'elles sont là, elles ont besoin de renseignements. Et ces renseignements, c'est nous, population, qui pouvons leur donner cela. Et cela se fait à travers, en tout cas, des messages d'alerte parce qu'actuellement, les forces de l'ordre ont mis des numéros verts à la disposition de la population. J'ai même retenu ce numéro vert-là et je l'ai enregistré dans mon téléphone. Je crois bien c'est 80 331. Donc ce message, ce numéro, chaque citoyen doit pouvoir bicher ce numéro-là. Quand la situation se présente, il faudrait que nous prenions la peine d'appeler les forces de l'ordre parce que c'est elles qui peuvent nous protéger. Et nous devons les informer quand une situation inattendue se présente, quand une situation de danger se présente à nous. Ces mesures, selon les populations, doivent continuer pendant très longtemps jusqu'à ce que la sécurité soit des lésions dans la capitale malienne. Selon certaines sources, les forces de sécurité ont reçu comme mission de procéder à l'interpellation de toute personne suspecte. Ok, actuellement, franchement parler, nous pouvons dire que nous remarquons que la ville de Bamako est pleinement sécurisée actuellement à travers les différents incidents qui se sont traduits auparavant. Maintenant, nous pouvons remarquer que dans les différents ronds-points, dans les checkpoints, nous remarquons des forces de l'ordre, des motards un peu partout, que ce soit dans la journée comme dans la nuit. Mais la nuit, la sécurité est un peu plus accentuée. Je pense qu'elle doit être pérennisée parce que le Mali est en train de traverser toujours une phase instable. Donc je pense qu'elle est à maintenir. Elle n'est pas appelée à s'arrêter maintenant, elle doit continuer. Toutes les forces de sécurité, à savoir la police, la gendarmerie, la garde nationale, sont engagées présentement de jour comme de nuit pour rassurer davantage les populations. Bon, ça, je crois que c'est en tout cas une très bonne image pour la sécurité dans la ville de Bamako, dans la mesure où à Bamako, ce n'est un secret pour personne. On a été vraiment frappé par certains événements qui ont montré une image tout à fait négative de la sécurité au niveau de Bamako. Vous vous rappelez tantôt de l'événement de la terrasse, ainsi que celui du Radisson, l'attaque de l'hôtel Nord-Sud et tout récemment l'attaque qui a été perpétrée contre un citoyen malien au niveau de la banque Ecobank avec des coups de fusil qui ont été tirés en l'air. Alors ces attaques à répétition vraiment inquiètent beaucoup la population malienne. Voilà, mais on constate de plus en plus la présence des forces de sécurité accompagnées par la force onusienne en train de patrouiller souvent en plein jour dans le district de Bamako. Moi, je me dis que c'est tout à fait une image positive pour l'état de la sécurité parce qu'en réalité, Bamako, avant, on ne connaissait pas tout ça. On ne connaissait pas toutes ces attaques, tous ces événements, tous ces braquages et autres. Vraiment, la situation sécuritaire vraiment était dans une situation vraiment catastrophique. Mais de plus en plus, les citoyens bamakois commencent de plus en plus à se sentir en sécurité parce que quand on se promène, pratiquement en plein jour, on peut facilement tomber sur une patrouille. La police nationale, souvent aidée par la force onusienne. Vraiment, c'est une image vraiment positive pour la sécurité vraiment du district de Bamako. Rappelons que les plus hautes autorités du pays sont à pied d'œuvre pour élever davantage le niveau de sécurité au Mali. Voilà, Chérifla TV, chaîne de proximité, vous propose un grand dossier sur les nouvelles mesures de sécurité prises à Bamako, dont vous venez de suivre la première partie. Et la deuxième partie vous sera proposée dans notre édition de demain. Sur un autre plan, le Forum international des femmes de la Tarika Tidjania se tiendra à Bamako du 3 au 4 décembre prochain. C'est une initiative du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania qui a tenu à donner l'information au cours d'une conférence
de presse animée au sein de ses locaux à Amdalaï ACI. C'était jeudi dernier. Ousmane Sogoré et Samba Traoré étaient présents pour Chérif la actualité. Informer l'opinion publique nationale de la tenue du Forum international des femmes de la Torika Tijaniya, premier du genre, tel est l'objectif du Conseil fédéral national des adeptes de la Torika Tijaniya du Mali, CONFENAT, à travers cette conférence de presse, ayant comme thème « Place et rôle de la femme dans la Torika Tijaniya et son impact sur la paix sociale ». Ce forum sera placé sous le haut parrainage de la première dame du Mali. Cette conférence de presse a été organisée par notre bureau exécutif, le bureau exécutif du CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes de Torika Tijaniya du Mali, qui a été créé en 2011. Et nous avons invité les journalistes, ceux de la télévision, des journaux, parler, écouter et lire, pour échanger avec eux. Et on les remercie d'avance. Nous, au CONFENAT, on a décidé d'organiser un forum international pour les femmes Tijaniya du Mali. Et on a invité les Tijaniya, les femmes Tijaniya de tous les pays limitrophes du Mali, plus les blocs. Et le forum se sera tenu le 3, le 4 décembre au Palais de la Culture Amadou Ampateba, sous le parrainage de notre première dame, notre sœur, notre amie, la première dame de la République du Mali, l'épouse du chef d'État. Donc cela veut dire c'est elle qui a qui a osé prendre ses charges par elle-même. Et on la remercie beaucoup. Ce forum qui se tiendra les 3 et 4 décembre prochains traduit la volonté du CONFENAT à créer les conditions d'une libre expression des femmes Tijani, leur permettant ainsi de partager leurs expériences et leur rôle dans le développement de la Tarika. Le CONFENAT, c'est une association, son nom l'indique, CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tijaniya. Depuis 2011, nous sommes en train de mener des activités qui rentrent dans le cadre du développement du pays, qui rentrent dans le cadre du processus de l'instauration de paix et de la sécurité dans notre pays. Le Conseil fédéral national, CONFENAT, a été créé, il a mené beaucoup d'activités. L'activité de cette année, ça c'est le premier forum international organisé par les femmes Tidjanes du Mali, en collaboration et en partenariat avec les femmes Tidjanes de la sous-région, les femmes Tidjanes du monde entier, pour qu'ils soient vraiment ensemble pendant 2 jours pour discuter de comment instaurer la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. Une véritable opportunité pour les femmes Tijani du Mali qui seront en concertation avec leurs sœurs de la sous-région, pétries des valeurs de la paix, d'amour, de justice et de solidarité qui sont celles que la Torika Tijani enseigne, cultive entre les musulmans. On est réunis aujourd'hui au niveau du siège du CONFENAT, le Conseil fédéral des Arabes de la Tijani, pour informer l'opinion, la presse nationale, sur l'organisation les 3 et les 4 décembre du Forum international des femmes Tijani, dans un contexte de paix sociale au Mali. Je ne vous apprends rien. Le contexte du Mali et dans le monde est marqué essentiellement par la montée du terrorisme, du djihadisme et du grand banditisme. Et nous avons constaté au niveau du CONFENAT ici que les femmes sont les plus touchées. Les plus touchées à travers les enlèvements, les plus touchées par le nombre de réfugiés dans les sous-régions, à travers les viols, les imputations, les enlèvements des enfants. Donc c'est la femme. Pour rappel, le CONFENAT a été créé le 17 juillet 2011 et se fixe comme objectif notamment de réunir la famille Tijaniya en particulier et l'islam en général au Mali pour qu'elle parle le même langage, qu'elle soit unie et solidaire. Actualité hors de nos frontières à présent, le sommet afro-arabe est l'organe politique suprême du partenariat entre Africains et Arabes. Il adopte le plan d'action et les stratégies à long terme du partenariat et évalue le progrès accompli dans la mise en œuvre des plans. Le sommet se réunit tous les 3 ans alternativement dans les pays africains et arabes. Et c'est Malabo, la capitale équato-guinéenne, qui a été choisie pour abriter la 4e édition de cet important sommet qui a démarré
ce vendredi avec la participation d'une centaine de délégations du monde arabe et d'Afrique. Nous retrouvons Ousmane Sougouré pour ce commentaire. Le sommet afro-arabe a organisé jusqu'ici 3 grandes sessions. Une première au Caire en Égypte en 1977, puis en 2010 à Sidr en Libye et la dernière en date en novembre 2013 au Koweït. Session au cours de laquelle le sommet a convenu d'organiser sa 4e assise en Afrique en se fondant sur le principe de la rotation. Suite à ce développement, l'Union africaine a choisi la Guinée équatoriale pour abriter le 4e sommet afro-arabe. Cette note officielle a pour objectif de servir le document d'orientation pour la préparation et l'organisation de cet événement capital. Elle vise à résumer les principaux processus préparatoires à engager pour la réussite de l'organisation et de la tenue du sommet et mettre au point les principaux documents finalisés de travail. Le sommet de Malabo va avoir une incidence très importante. Une incidence positive parce que le monde arabe et les pays africains ont des points communs. Une similitude au niveau de l'histoire. Ils ont été des pays colonisés et aujourd'hui ce sont des pays riches. Ils peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés, nos anciens colonisateurs. Ces assises qui se dérouleront dans la capitale équato-guinéenne pendant 6 jours seront consacrées essentiellement aux questions économiques. On vit d'ores et déjà au rythme de ce grand événement dans le vieux port de Malabo avec cette croisière d'une impressionnante capacité de 1600 lits. Une stratégie mûrement réfléchie pour accueillir la centaine de délégations du monde arabe et d'Afrique. C'est un investissement fait par le gouvernement. Ces bateaux vont jouer dans ce sommet le rôle d'un hôtel. Ceux qui seront ici devront payer et dès cet instant, nous allons avoir un retour sur investissement. C'est un investissement pour nous et un orgueil pour notre nation d'avoir cette croisière ici. Et nous en arrivons au tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous conduit au Gabon avec un pré-rapport qui met en cause davantage les résultats de la présidentielle du 27 août dernier au Tchad. Des interpellations suite à une manifestation interdite de l'opposition. Et enfin en Afrique du Sud où 2 fermiers blancs ont été jugés pour avoir tenté d'enfermer vivant un noir dans un cercueil. Kadi Diakité nous signe le commentaire. C'est une révélation qui pourrait conforter l'opposant gabonais Jean Ping qui conteste toujours la réélection d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Un pré-rapport sur la présidentielle du 27 août dernier, dévoilé ce jeudi par RFI, remet en cause les résultats qui ont donné vainqueur le président gabonais. Il s'agirait du brouillon des rapports de la Cour constitutionnelle du Gabon, rédigé sous l'égide de l'Union africaine. Selon les informations, le document juge invraisemblables les procès-verbaux des bureaux de vote dans la province du Haut-Ogooué. D'après les résultats officiels, Ali Bongo y a remporté la victoire avec 95% des voix pour un taux de participation de 99%. Les 2 experts, le président de la Cour constitutionnelle du Tchad et un juge constitutionnel du Togo, qui auraient signé ce pré-rapport, se seraient interrogés sur la présentation parfaite des procès-verbaux dans cette province par rapport à ceux des bureaux dans d'autres provinces du pays. Interrogé par l'AFP, le ministre gabonais des Relations avec le Parlement a jugé le document non crédible. Plusieurs opposants ont été interpellés ce jeudi à Djamena où le régime du président tchadien Idriss Déby Itno a interdit un meeting de l'opposition et désamorcé sa motion de censure à l'Assemblée sur fond de profonde crise sociale. Les incidents ont éclaté en fin d'après-midi quand les opposants ont voulu marcher vers le stade Abena après avoir tenu une réunion publique au siège du parti UNDR. Ils s'étaient repliés dans ce local faute de pouvoir tenir meeting dans le stade entièrement quadrillé par les forces de l'ordre avec des policiers et des gendarmes à l'intérieur. Pour le chef de file de l'opposition, la manifestation est déjà une victoire au regard de ce qui s'est passé en matinée. Pour l'opposition, la prochaine bataille consiste à faire inscrire la motion de censure contre le gouvernement dès la semaine prochaine au calendrier du Parlement.
Le procès de Simone Gbagbo se poursuivra sans elle. La décision a été prise par le juge Boaki Kwadjo suite au refus de comparaître de l'ancienne première dame ivoirienne. Pour son absence, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo entend protester contre la non-comparution de témoins qu'elle juge capitaux. Parmi eux, il y a notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ou l'ancien premier ministre Jeannot Kwadjo Aoussou. Mais les avocats de Simone Gbagbo ont fait savoir que le procès ne peut se poursuivre sans sa présence ni celle des témoins qui ne se sont pas présentés aux précédentes audiences. Simone Gbagbo, qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, est poursuivie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle aurait notamment participé à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des groupes armés lors de la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Un procès pour racisme qui fait grand bruit en Afrique du Sud. 2 fermiers blancs accusés de crimes raciaux pour avoir tenté d'enfermer dans un cercueil un noir ont été présentés devant un juge ce mercredi à Pretoria. Mais à l'issue de cette première audience, le procès a été reporté jusqu'au 25 janvier prochain. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit leurs victimes allongées vivant dans un cercueil que l'un de ses bourreaux tentait de fermer alors que l'autre menaçait d'y introduire un serpent. La vidéo a suscité une vague d'indignation dans le pays, comme en peut témoigner une forte mobilisation à l'ouverture de l'audience ce mercredi. Le procès de ces 2 fermiers blancs met au grand jour les divisions raciales qui minent la société sud-africaine plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid. Je vous en parlais également en début d'édition. La mendicité des enfants est une grave violation des droits de l'enfant et résulte d'une situation de précarité absolue de certaines familles se voyant dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins substantiels. D'autres facteurs peuvent expliquer le phénomène, comme par exemple les professeurs d'école coranique Médersa qui incitent leurs disciples talibés à envahir leurs rues pour se livrer à cette pratique dégradante. Entre nécessité et incitation à un gain facile, quelles peuvent être les causes profonde de la mendicité des enfants à Bamako? Élément de réponse avec Marietou Diallo. L'instabilité sociale, la sécurité en général et routière en particulier, le manque d'assistance, les maladies sont entre autres les problèmes liés à la mendicité des enfants qui est de plus en plus agressive et abondante dans les artères de Bamako. Jadis considérée comme un moyen de recherche du salut et de la bénédiction de leur maître, aujourd'hui la mendicité prend une autre forme. Les maîtres coraniques exploitent les enfants à des fins commerciales. Le Parlement des enfants du Mali œuvre dans ce sens à travers des actions de plaidoirie. Ils passent toute la semaine à mendier, à faire la mendicité, exposés à des dangers de la société comme des accidents routiers. Donc j'invite à ces parents à aller inscrire leurs enfants dans les écoles coraniques, des écoles franco-arabes. Comme ça, ils peuvent apprendre la religion tout autant dans la sécurité, quoi. On a constaté qu'il y a des enfants qui dorment même dans les toilettes, alors qu'ils sont censés venir apprendre le Coran ici. Malheureusement, les parents qui les envoient ne sont pas conscients de leur situation ici. C'est ça le problème. Le problème se situe à tous les niveaux et la responsabilité des parents est également engagée. L'enfant a sa place à l'école, tout le monde en convient. Je pense qu'il y a un proverbe bambara qui dit que avant de s'attaquer à là où on tombe, il faut plutôt s'attaquer à là où on a trébuché. C'est-à-dire que Janiga Djigi Binyorola, Ibe Djigi Talonyorola. Ces enfants, comme vous le savez, quand on dit un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours le discernement. Donc forcément, il y a des adultes qui sont derrière eux pour les pousser à la mendicité. Je pense que c'est ce qu'il faut en tout cas combattre pour que ces enfants puissent aller à l'école. Je pense que tant que la pauvreté va demeurer, tant qu'on ne va pas s'attaquer donc à la racine du mal, donc le mal va demeurer. Et si bien que, et si c'est des talibés par exemple, je pense qu'il vaut mieux prendre en compte les marabouts chez qui ils se trouvent pour les mettre dans des conditions afin que ces enfants puissent apprendre normalement ce dont ils sont venus, notamment l'apprentissage du Coran.
Vu l'ampleur que ce phénomène prend à longueur de journée, il est plus que nécessaire de recadrer ce secteur. Les causes de ces phénomènes ne sont pas à négliger. La pauvreté demeure la principale. Nous constatons aujourd'hui que c'est un phénomène préoccupant. Et à partir du moment que nous voyons aujourd'hui dans toutes les rues de Bamako, sur nos boulevards, vraiment un nombre très important de mendiants. Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est que le nombre des enfants mendiants sur les boulevards et dans les rues qui s'accroît du jour en jour. Ça nous interpelle en tant que citoyens, mais ça interpelle aussi les plus hautes autorités. Donc il est question que les uns et les autres conjuguent les efforts pour trouver une solution à cela, pour éradiquer le phénomène. Même si on se rend compte que quelque part, il y a des gens qui utilisent cette raison, c'est-à-dire la pauvreté, pour se faire de la poche. Mais il faut reconnaître que c'est la pauvreté aussi qui est à la base de cette multiplication du nombre de mendiants. Il revient au maître coranique vraiment de redresser la barre, vraiment, de faire en réalité ce qui est recommandé par notre religion. À noter que la mendicité des enfants est une atteinte à leur intégrité physique, une violation de leurs droits qui ne rentre pas dans le cadre de leur intérêt supérieur. Les enfants mendiants ne bénéficient d'aucune forme de protection, pas de soins médicaux quand ils tombent malades. Le Mali a ratifié des textes sur la protection des enfants qu'il convient d'appliquer à la règle, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 4B, et même la politique nationale de promotion et de protection de l'enfant adoptée en 2014. Voilà donc le grand dossier de la rédaction sur la mendicité des enfants maliens chez Rifla TV qui reste fidèle à sa mission de proximité. Cette édition d'information touche quasiment à sa fin, juste le temps pour moi de vous inviter à suivre le bulletin d'information en langue nationale bamanakan, une présentation de Kafouné Batili à 21h. Excellente suite de programme et à très bientôt.